Le vicomte de Bragelonne, partie 60 du livre audio, chapitre 254. La grotte. Malgré l'espèce de divination qui était le côté remarquable du caractère d'Aramis, l'événement, subissant les chances des choses soumises au hasard, ne s'accomplit pas tout à fait comme l'avait prévu l'évêque de Vannes. Biscarat, mieux monté que ses compagnons, arriva le premier à l'ouverture de la grotte, et comprit que, renards et chiens, tout s'était engouffré là. Seulement, frappé de cette terreur superstitieuse qu'imprime naturellement à l'esprit de l'homme toute voie souterraine et sombre, il s'arrêta à l'extérieur de la grotte et attendit que ses compagnons fussent réunis autour de lui. « Eh bien ?» lui demandèrent les jeunes gens tout essoufflés et ne comprenant rien à son inaction. « Eh bien, on n'entend plus les chiens. Il faut que renards et meutes soient engloutis dans ce souterrain. »« Ils ont trop bien mené, » dit un des gardes, « pour avoir perdu tout à coup la voix. D'ailleurs, on les entendrait rabâcher d'un côté ou de l'autre. Il faut, comme le dit Biscarat, qu'ils soient dans cette grotte. »« Mais alors, » dit un des jeunes gens, « pourquoi ne donnent-ils plus de voix ?»« C'est étrange, » dit un autre. « Eh bien, mais, fit un quatrième, entrons dans cette grotte. Est-ce qu'il est défendu d'y entrer, par hasard ? Non, répliqua Biscarat, seulement il y fait noir comme dans un four, et l'on peut s'y rompre le cou. Témoin nos chiens, dit un garde, qui se le sont rompus, à ce qu'il paraît. Que diable sont-ils devenus ? Se demandèrent en chœur les jeunes gens. Et chaque maître appela son chien par son nom, le siffla dans sa fanfare favorite, sans qu'un seul répondît, ni à l'appel, ni au sifflet. « C'est peut-être une grotte enchantée, » dit Biscarat. « Voyons. » Et mettant pied à terre, il fit un pas dans la grotte. « Attends, je t'accompagne, » dit un de ses gardes, voyant Biscarat prêt à disparaître dans la pénombre. « Non, » répondit Biscarat, « il faut qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire. Ne nous risquons donc pas tous à la fois. Si, dans 10 minutes, vous n'avez point de mes nouvelles, vous entrerez, mais tous ensemble, alors. »« Soit, » dirent les jeunes gens, qui ne voyaient point, d'ailleurs, pour Biscarat, grand danger à tenter l'entreprise. « Nous l'attendons. » Et, sans descendre de cheval, ils firent un cercle autour de la grotte. Biscarat entra donc seul et avança dans les ténèbres jusque sous le mousquet de Porthos. Cette résistance que rencontrait sa poitrine l'étonna. Il allongea la main et saisit le canon glacé. Au même instant, Yves levait sur le jeune homme un couteau qui allait retomber sur lui de toute la force d'un bras breton, lorsque le poignet de fer de Porthos l'arrêta à moitié chemin. Puis, comme un grondement sourd, cette voix se fit entendre dans l'obscurité. « Je ne veux pas qu'on le tue, moi !» Biscarat se trouvait pris entre une protection et une menace, presque aussi terribles l'une que l'autre. Si brave que fut le jeune homme, il laissa échapper un cri, qu'Aramis comprima aussitôt en lui menant un mouchoir sur la bouche. « Monsieur de Biscarat, lui dit-il à voix basse, nous ne vous voulons pas de mal, et vous devez le savoir si vous nous avez reconnus. Mais au premier mot, au premier soupir, au premier souffle, nous serons forcés de vous tuer comme nous avons tué vos chiens. »« Oui, je vous reconnais, messieurs, » dit tout bas le jeune homme. « Mais pourquoi êtes-vous ici ? Qui faites-vous ? Malheureux, malheureux, je vous croyais dans le fort. Et vous, monsieur, vous deviez nous obtenir des conditions, ce me semble. J'ai fait ce que j'ai pu, messieurs, mais il y a des ordres formels. De nous tuer ? » Biscarat ne répondit rien. Il lui en coûtait de parler de corde à des gentilshommes. Aramis comprit le silence de son prisonnier. « Monsieur Biscarat, dit-il, vous seriez déjà mort si nous n'avions eu égard à votre jeunesse et à notre ancienne liaison avec votre père. Mais vous pouvez encore échapper d'ici en nous jurant que vous ne parlerez pas à vos compagnons de ce que vous avez vu. » «
Non seulement je jure que je n'en parlerai point, dit Biscarat, mais je jure encore que je ferai tout au monde pour empêcher mes compagnons de mettre le pied dans cette grotte. Biscarat, Biscarat, crièrent du dehors plusieurs voix qui vinrent s'engouffrer comme un tourbillon dans le souterrain. Répondez, dit Aramis. Me voici, cria Biscarat. Allez, nous nous reposons sur votre loyauté. Et il lâcha le jeune homme. Biscarat remonta vers la lumière. Biscarat, Biscarat, crièrent les voix plus rapprochées. Et l'on vit se projeter à l'intérieur de la grotte les ombres de plusieurs formes humaines. Biscarat s'élança au-devant de ses amis pour les arrêter et les rejoignit comme ils commençaient à s'aventurer dans le souterrain. Aramis et Porthos prêtèrent l'oreille avec l'attention de gens qui jouent leur vie sur un souffle de l'air. Biscarat avait regagné l'entrée de la grotte, suivi de ses amis. « Oh, oh !» dit l'un d'eux en arrivant au jour. « Comme tu es pâle !»« Pâle !» s'écria un autre. « Tu veux dire livide !»« Moi ?» fit le jeune homme, essayant de rappeler toute sa puissance sur lui-même. « Mais au nom du ciel, que t'est-il donc arrivé ?» demandèrent toutes les voix. « Tu n'as pas une goutte de sang dans les veines, mon pauvre ami !» fit un autre en riant. « Messieurs, c'est sérieux, dit un autre. Il va se trouver mal. Avez-vous des selles ?» Et tous éclatèrent de rire. Toutes ces interpellations, toutes ces railleries se croisaient autour de Biscarat, comme se croisent au milieu du feu les balles dans une mêlée. Il reprit ses forces sous ce déluge d'interrogations. « Que voulez-vous que j'aie vu ?» demanda-t-il. « J'avais très chaud quand je suis entré dans cette grotte. J'y ai été saisi par le froid, voilà tout. Mais les chiens, les as-tu revus? En as-tu entendu parler? En as-tu eu des nouvelles? Il faut croire qu'ils ont pris une autre voie, dit Biscarat. Messieurs, dit un des jeunes gens, il y a, dans ce qui se passe, dans la pâleur et dans le silence de notre ami, un mystère que Biscarat ne veut pas ou ne peut sans doute pas révéler. Seulement, et c'est chose sûre, Biscarat a vu quelque chose dans la grotte. Eh bien, moi, je suis curieux de voir ce qu'il a vu, fût-ce le diable. À la grotte, messieurs, à la grotte. À la grotte, répétèrent toutes les voix. Et l'écho du souterrain alla porter comme une menace à Porthos et à Aramis ces mots. À la grotte, à la grotte. Biscarat se jeta au-devant de ses compagnons. Messieurs, messieurs, s'écria-t-il, au nom du ciel, n'entrez pas. Mais qu'y a-t-il donc de si effrayant dans ce souterrain? Demandèrent plusieurs voix. Voyons, parle, Biscarat. Décidément, c'est le diable qui l'a vu, répéta celui qui avait déjà avancé cette hypothèse. Eh bien, mais s'il l'a vu, s'écria un autre, qu'il ne soit pas égoïste, et qu'il nous le laisse voir à notre tour. Messieurs, messieurs, de grâce, insista Biscarat. Voyons, laisse-nous passer. Messieurs, je vous en supplie, n'entrez pas. Mais tu es bien entré, toi. Alors, un des officiers qui, d'un âge plus mûr que les autres, était resté en arrière jusque-là et n'avait rien dit, s'avança. « Messieurs, dit-il d'un ton calme qui contrastait avec l'animation des jeunes gens, il y a là-dedans quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas le diable, mais qui, quel qu'il soit, a eu assez de pouvoir pour faire taire nos chiens. Il faut savoir quel est ce quelqu'un ou ce quelque chose. » Biscarat tenta un dernier effort pour arrêter ses amis, mais ce fut un effort inutile. Vainement il se jeta au-devant des plus téméraires. Vainement il se cramponna aux roches pour barrer le passage. La foule des jeunes gens fit irruption dans la caverne sur les pas de l'officier qui avait parlé le dernier, mais qui, le premier, s'était élancé l'épée à la main pour affronter le danger inconnu. Biscarat, repoussé par ses amis, ne pouvant les accompagner sous peine de passer aux yeux de Porthos et d'Aramis pour un traître et un parjure, alla, l'oreille tendue et les mains encore suppliantes, s'appuyer contre les parois rugueuses d'un rocher qu'il jugeait devoir être exposé au feu des mousquetaires. Quant aux gardes, ils pénétraient de plus en plus avec des cris qui s'affaiblissaient à mesure qu'ils s'enfonçaient dans le souterrain.
Tout à coup, une décharge de mousqueterie, grondant comme un tonnerre, éclata sous les voûtes. 2 ou 3 balles vinrent s'aplatir sur le rocher auquel s'appuyait Biscarat. Au même instant, des soupirs, des hurlements et des imprécations s'élevèrent, et cette petite troupe de gentilshommes reparut, quelques-uns pâles, quelques-uns sanglants, tous enveloppés d'un nuage de fumée que l'air extérieur semblait aspirer du fond de la caverne. « Biscarat ! Biscarat !» criaient les fuyards. « Tu savais qu'il y avait une embuscade dans cette caverne, et tu ne nous as pas prévenus. Biscarat, tu es cause que 4 de nous sont tués. Malheur à toi, Biscarat !»« Tu es cause que je suis blessé à mort !» dit un des jeunes gens en recueillant son sang dans sa main et en le jetant au visage de Biscarat. « Que mon sang retombe sur toi !» Et il roula agonisant aux pieds du jeune homme. « Mais, au moins, dis-nous qui est là !» s'écrièrent plusieurs voix furieuses. Biscarat se tut. « Dis-le ou meurs !» s'écria le blessé en se relevant sur un genou et en levant sur son compagnon un bras armé d'un fer inutile. Biscarat se précipita vers lui, ouvrant sa poitrine au cou, mais le blessé retomba pour ne plus se relever, en poussant un soupir, le dernier. Biscarat, les cheveux hérissés, les yeux hagards, la tête perdue, s'avança vers l'intérieur de la caverne en disant « Vous avez raison, mort à moi qui ai laissé assassiner mes compagnons. Je suis un lâche !» Et, jetant loin de lui son épée, car il voulait mourir sans se défendre, il se précipita, tête baissée, dans le souterrain. Les autres jeunes gens l'imitèrent. 11, qui restaient de 16, plongèrent avec lui dans le gouffre. Mais ils n'allèrent pas plus loin que les premiers. Une seconde décharge en coucha 5 sur le sable glacé, et, comme il était impossible de voir d'où partait cette foudre mortelle, les autres reculèrent avec une épouvante qui peut mieux se peindre que s'exprimer. Mais, loin de fuir comme les autres, Biscarat, demeuré sain et sauf, s'assit sur un quartier de roc et attendit. Il ne restait plus que 6 gentilshommes. « Sérieusement » dit un des survivants, « est-ce le diable ?»« Ma foi, c'est bien pis » dit un autre. « Demandons à Biscarat, il le sait, lui. »« Où est Biscarat ?» Les jeunes gens regardèrent autour d'eux et virent que Biscarat manquait à l'appel. « Il est mort » dirent 2 ou 3 voix. « Non pas » répondit un autre. « Je l'ai vu, moi, au milieu de la fumée, s'asseoir tranquillement sur un rocher. Il est dans la caverne, il nous attend. Il faut qu'il connaisse ceux qui y sont. Et comment les connaîtrait-il ? Il a été prisonnier des rebelles. C'est vrai. Eh bien, appelons-le, et sachons par lui à qui nous avons affaire. » Et toutes les voix crièrent « Biscarat ! Biscarat !» Mais Biscarat ne répondit point. « Bon, » dit l'officier qui avait montré tant de sang-froid dans cette affaire, « nous n'avons plus besoin de lui. Voilà des renforts qui nous arrivent. » En effet, une compagnie des gardes, laissée en arrière par leurs officiers, que l'ardeur de la chasse avait emportés, 75 à 80 hommes à peu près, arrivait en bel ordre, guidés par le capitaine et le premier lieutenant. Les 5 officiers coururent au-devant de leurs soldats et, dans un langage dont l'éloquence est facile à concevoir, ils expliquèrent l'aventure et demandèrent secours. Le capitaine les interrompit. « Où sont vos compagnons ?» demanda-t-il. « Morts. »« Mais vous étiez 16 !»« 10 sont morts. Biscarat est dans la caverne et nous voilà 5. »« Biscarat est donc prisonnier ? » ?»« Probablement. »« Non, car le voici. Voyez !» En effet, Biscarat apparaissait à l'ouverture de la grotte. « Il nous fait signe de venir, » dirent les officiers. « Allons. »« Allons !» répéta toute la troupe. « Monsieur, » dit le capitaine s'adressant à Biscarat, « on m'assure que vous savez quels sont les hommes qui sont dans cette grotte et qui font cette défense désespérée. Au nom du roi, je vous somme de déclarer ce que vous savez. »« Mon capitaine, » dit Biscarat, « vous n'avez plus besoin de me sommer. Ma parole m'a été rendue à l'instant même, et je viens au nom de ces hommes. Me dire qu'ils se rendent ? Vous dire qu'ils sont décidés à se défendre jusqu'à la mort.
si on ne leur accorde pas bonne composition. Combien sont-ils donc ? Ils sont 2, dit Biscarat. Ils sont 2 et veulent nous imposer des conditions ? Ils sont 2 et nous ont déjà tué 10 hommes, dit Biscarat. Quels gens est-ce donc ? Des géants ? Mieux que cela. Vous rappelez-vous l'histoire du bastion Saint-Gervais, mon capitaine ? Oui, où 4 mousquetaires du roi ont tenu contre toute une armée ? Eh bien, ces 2 hommes étaient de ces mousquetaires. Vous les appelez ? À cette époque, on les appelait Porthos et Aramis. Aujourd'hui, on les appelle M. d'Herblay et M. du Vallon. Et quel intérêt ont-ils dans tout ceci ? Ce sont eux qui tenaient Belle-Île pour M. Fouquet. Un murmure courut parmi les soldats à ces 2 mots, Porthos et Aramis. Les mousquetaires, répétaient-ils. Et, chez tous ces braves jeunes gens, l'idée qu'ils allaient avoir à lutter contre 2 des plus vieilles gloires de l'armée faisait courir un frisson, moitié d'enthousiasme, moitié de terreur. C'est qu'en effet, ces 4 noms, d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, étaient vénérés par tous ceux qui portaient une épée, comme dans l'Antiquité étaient vénérés les noms d'Hercule, de Thésée, de Castor et de Pollux. 2 hommes, s'écria le capitaine, et ils nous ont tué 10 officiers en 2 décharges. C'est impossible, monsieur Biscarat. Eh, mon capitaine, répondit celui-ci, je ne vous dis point qu'ils n'ont pas avec eux 2 ou 3 hommes, comme les mousquetaires du bastion Saint-Gervais avaient avec eux 3 ou 4 domestiques, mais croyez-moi, capitaine, j'ai vu ces gens-là, j'ai été pris par eux, je les connais. Il suffirait à eux seuls pour détruire tout un corps d'armée. C'est ce que nous allons voir, dit le capitaine, et cela dans un moment. Attention, messieurs. Sur cette réponse, personne ne bougea plus, et chacun s'apprêta à obéir. Biscarat seul risqua une dernière tentative. « Monsieur, dit-il à voix basse, croyez-moi, passons notre chemin. Ces 2 hommes, ces 2 lions que l'on va attaquer se défendront jusqu'à la mort. Ils nous ont déjà tué 10 hommes, ils en tueront encore le double, et finiront par se tuer eux-mêmes plutôt que de se rendre. Que gagnerons-nous à les combattre ? Nous y gagnerons, monsieur, la conscience de n'avoir pas fait reculer 80 gardes du roi devant 2 rebelles. Si j'écoutais votre conseil, monsieur, je serais un homme déshonoré, et, en me déshonorant, je déshonorerais l'armée. En avant, vous autres !» Et il marcha le premier jusqu'à l'ouverture de la grotte. Arrivé là, il fit halte. Cette halte avait pour but de donner à Biscarat et à ses compagnons le temps de lui dépeindre l'intérieur de la grotte. Puis, quand il crut avoir une connaissance suffisante des lieux, il divisa la compagnie en 3 corps, qui devaient entrer successivement en faisant un feu nourri dans toutes les directions. Sans doute, à cette attaque, on perdrait 5 hommes encore, 10 peut-être, mais certes, on finirait par prendre les rebelles, puisqu'il n'y avait pas d'issue, et que, à tout prendre, 2 hommes n'en pouvaient pas tuer 80. « Mon capitaine, demanda Biscarat, je demande à marcher à la tête du premier peloton. »« Soit, répondit le capitaine, vous en avez tout l'honneur, c'est un cadeau que je vous fais. »« Merci, répondit le jeune homme avec toute la fermeté de sa race. « Prenez votre épée, alors. »« J'irai ainsi que je suis, mon capitaine, dit Biscarat, car je ne vais pas pour tuer, mais pour être tué. » Et, se plaçant à la tête du premier peloton, le front découvert et les bras croisés, « Marchons, messieurs, dit-il. Chapitre 255. Un chant d'Homère. Il est temps de passer dans l'autre camp et de décrire à la fois les combattants et le champ de bataille. Aramis et Porthos s'étaient engagés dans la grotte de Locmaria pour y trouver le canot tout amarré, ainsi que les 3 Bretons, leur aide, et ils espéraient d'abord faire passer la barque par la petite issue du souterrain en dérobant de cette façon leurs travaux et leurs fuites. L'arrivée du renard et des chiens les avait contraints de rester cachés. La grotte s'étendait l'espace d'à peu près 100 toises, jusqu'à un petit talus dominant une crique. Jadis temple des divinités païennes, alors que Belle-Île s'appelait encore Calonèse,
cette grotte avait vu s'accomplir plus d'un sacrifice humain dans ses mystérieuses profondeurs. On pénétrait dans le premier entonnoir de cette caverne par une pente douce, au-dessus de laquelle des roches entassées formaient une arcade basse. L'intérieur mal uni quant au sol, dangereux par les inégalités rocailleuses de la voûte, se subdivisait en plusieurs compartiments, qui se commandaient l'un l'autre et se dominaient moyennant quelques degrés raboteux, rompus, soudés de droite et de gauche, dans d'énormes piliers naturels. Au troisième compartiment, la voûte était si basse, le couloir si étroit, que la barque eut à peine passé en touchant les deux murs. Néanmoins, dans un moment de désespoir, le bois s'assouplit, la pierre devient complaisante sous le souffle de la volonté humaine. Telle était la pensée d'Aramis lorsque, après avoir engagé le combat, il se décidait à la fuite, fuite assurément dangereuse, puisque tous les assaillants n'étaient pas morts, et que, en admettant la possibilité de mettre la barque en mer, on se fût enfui au grand jour, devant les vaincus, si intéressés, en reconnaissant leur petit nombre, à faire poursuivre leurs vainqueurs. Quand les deux décharges eurent tué 10 hommes, Aramis, habitué au détour du souterrain, les alla reconnaître un à un, les compta, car la fumée l'empêchait de voir au dehors, et sur-le-champ, il commanda que le canot fût roulé jusqu'à la grosse pierre, clôture de l'issue libératrice. Porthos rassembla ses forces, prit le canot dans ses deux bras et le souleva, tandis que les Bretons faisaient courir les rouleaux avec rapidité. On était descendu dans le troisième compartiment. On était arrivé à la pierre qui murait l'issue. Porthos saisit cette pierre gigantesque à sa base, appuya dessus sa robuste épaule et donna un coup qui fit craquer cette muraille. Une nuée de poussière tomba de la voûte avec les cendres de 10 000 générations d'oiseaux de mer dont les nids s'accrochaient comme un ciment à ce rocher. Au troisième choc, la pierre céda. Elle oscilla 1 minute. Porthos, s'adossant aux roches voisines, fit de son pied un arc-boutant qui chassa le bloc hors des entassements calcaires qui lui servaient de gonds et de scellement. La pierre tombée, on aperçut le jour, radieux, qui se précipita dans ce souterrain par l'encadrement de la sortie, et la mer bleue apparut aux Bretons enchantés. On commença dès lors à monter la barque sur cette barricade. 20 toises encore, et elle pouvait glisser dans l'océan. C'est pendant ce temps que la compagnie arriva, fut rangée par le capitaine et disposée pour l'escalade ou pour l'assaut. Aramis surveillait tout pour favoriser les travaux de ses amis. Il vit ce renfort, il compta les hommes, il se convainquit avec un seul coup d'œil de l'infranchissable péril où un nouveau combat les allait engager. S'enfuir sur la mer au moment où le souterrain allait être envahi, impossible. En effet, le jour qui venait d'éclairer les 2 derniers compartiments eût montré aux soldats la barque roulant vers la mer. Les 2 rebelles, à portée de mousquets, et une de leurs décharges criblait le bateau, si elle ne tuait pas les 5 navigateurs. En outre, en supposant tout, si la barque échappait avec les hommes qui la montaient, comment l'alarme ne serait-elle pas donnée? Comment un avis ne serait-il pas envoyé aux chalands royaux? Comment le pauvre canot, traqué sur mer et guetté sur terre, ne succomberait-il pas avant la fin du jour? Aramis, fouillant avec rage ses cheveux grisonnants, invoqua l'assistance de Dieu et l'assistance du démon. Appelant Porthos, qui travaillait à lui seul plus que rouleau et rouleur, « Ami, dit-il tout bas, il vient d'arriver un renfort à nos adversaires. »« Ah, fit tranquillement Porthos. Que faire alors ?»« Recommencer le combat, fit Aramis. C'est encore chanceux. »« Oui, dit Porthos, car il est difficile que, sur 2, on ne tue pas l'un de nous, et certainement, si l'un de nous était tué, l'autre se ferait tuer aussi. » Porthos dit ces mots avec ce naturel héroïque qui, chez lui, grandissait de toutes les forces de la matière. Aramis sentit comme un coup d'éperon à son cœur. « Nous ne serons tués ni l'un ni l'autre si vous faites ce que je vais vous dire, ami Porthos. » « Dites. »« Ces gens vont descendre dans la grotte. »« Oui. »« Nous en tuerons une quinzaine, mais pas davantage. »« Combien sont-ils en tout ?» demanda Porthos. Il leur est arrivé
un renfort de 75 hommes. 75 et 5, 80. Ha ha, fit Porthos. S'ils font feu ensemble, ils nous cribleront de balles. Assurément. Sans compter, ajouta Aramis, que les détonations peuvent occasionner des éboulements dans la caverne. Tout à l'heure, en effet, dit Porthos, un éclat de roche m'a un peu déchiré l'épaule. Voyez-vous. Mais ce n'est rien. Prenons vite un parti. Nos Bretons vont continuer de rouler le canot vers la mer. Très bien. Nous deux, nous garderons ici la poudre, les balles et les mousquets. Mais à deux, mon cher Aramis, nous ne tirerons jamais 3 coups de mousqueterie ensemble, dit naïvement Porthos. Le moyen de la mousqueterie est mauvais. Trouvez-en donc un autre. Je l'ai trouvé, fit tout à coup le géant. Je vais me mettre en embuscade derrière le pilier avec cette barre de fer et, invisible, inattaquable, lorsqu'ils seront entrés par flot, je laisse tomber ma barre sur les crânes 30 fois par minute. Hein? Qu'en dites-vous du projet? Vous sourit-il. Excellent, cher ami, parfait, j'approuve fort, seulement vous les effrayerez et la moitié restera dehors pour nous prendre par la famine. Ce qu'il nous faut, mon bon ami, c'est la destruction entière de la troupe. Un seul homme resté debout nous perd. Vous avez raison, mon ami, mais comment les attirer, je vous prie? En ne bougeant pas, mon bon Porthos. Ne bougeons pas, mais quand ils seront tous bien réunis, alors laissez-moi faire, j'ai une idée. S'il en est ainsi, et que votre idée soit bonne, et elle doit être bonne, votre idée, je suis tranquille. En embuscade, Porthos, et comptez tous ceux qui entreront. Mais vous, que ferez-vous? Ne vous inquiétez pas de moi, j'ai ma besogne. J'entends des voix, ce me semble. Ce sont eux, à votre poste. Tenez-vous à la portée de ma voix et de ma main. Porthos se réfugia dans le second compartiment qui était absolument noir. Aramis se glissa dans le troisième. Le géant tenait en main une barre de fer du poids de 50 livres. Porthos maniait avec une facilité merveilleuse ce levier qui avait servi à faire rouler la barque. Pendant ce temps, les Bretons poussaient le canot jusqu'à la falaise. Dans le compartiment éclairé, Aramis, baissé, caché, s'occupait à une manœuvre mystérieuse. On entendit un commandement proféré à voix haute. C'était le dernier ordre du capitaine commandant. 25 hommes sautèrent des roches supérieures dans le premier compartiment de la grotte et, ayant pris terre, ils se mirent à faire feu. Les échos grondèrent, des sifflements sillonnèrent la voûte, une fumée opaque emplit l'espace. « À gauche! À gauche !» cria Biscarat qui, dans son premier assaut, avait vu le passage de la seconde chambre et qui, animé par l'odeur de la poudre, voulait guider ses soldats de ce côté. La troupe se précipita effectivement à gauche. Le couloir allait se rétrécissant. Biscarat, les mains étendues, dévoué à la mort, marchait en avant des mousquets. « Venez, venez !» cria-t-il. « Je vois du jour !» « Frappez, Porthos !» cria la voix sépulcrale d'Aramis. Porthos poussa un soupir, mais il obéit. La barre de fer tomba d'aplomb sur la tête de Biscarat, qui fut tué sans avoir achevé son cri. Puis le levier formidable se leva et s'abaissa 10 fois en 10 secondes et fit 10 cadavres. Les soldats ne voyaient rien, ils entendaient des cris, des soupirs. Ils foulaient des corps, mais n'avaient pas encore compris, et montaient en trébuchant les uns sur les autres. L'implacable barre, tombant toujours, anéantit le premier peloton, sans qu'un seul bruit eût averti le deuxième, qui s'avançait tranquillement. Seulement, ce second peloton, commandé par le capitaine, avait brisé un maigre sapin qui poussait sur la falaise, et de ses branches résineuses, tordues ensemble, le capitaine s'était fait un flambeau. En arrivant à ce compartiment où Porthos, pareil à l'ange exterminateur, avait détruit tout ce qu'il avait touché, le premier rang recula d'épouvante. Nulle fusillade n'avait répondu à la fusillade des gardes, et cependant on heurtait un monceau de cadavres, on marchait littéralement dans le sang. Porthos était toujours derrière son pilier. Le capitaine, en éclairant, avec la lumière tremblante du sapin enflammé
cet effroyable carnage dont il cherchait vainement la cause, recula jusqu'au pilier derrière lequel était caché Porthos. Alors, une main gigantesque sortit de l'ombre, se colla à la gorge du capitaine, qui poussa un sourd râlement. Ses bras s'étendirent, battant l'air, la torche tomba et s'éteignit dans le sang. Une seconde après, le corps du capitaine tombait près de la torche éteinte et ajoutait un cadavre de plus au monceau de cadavres qui barrait le chemin. Tout cela s'était fait mystérieusement, comme une chose magique. Au râlement du capitaine, les hommes qui l'accompagnaient s'étaient retournés. Ils avaient vu ses bras ouverts, ses yeux sortant de leur orbite. Puis, la torche tombée, ils étaient restés dans l'obscurité. Par un mouvement irréfléchi, instinctif, machinal, le lieutenant cria « Feu !» Aussitôt, une volée de coups de mousquet crépita, tonna, hurla dans la caverne en arrachant d'énormes morceaux aux voûtes. La caverne s'éclaira un instant à cette fusillade, puis rentra immédiatement dans une obscurité rendue plus profonde encore par la fumée. Il se fit alors un grand silence, troublé seulement par les pas de la 3e brigade qui entrait dans le souterrain. Chapitre 256 La mort d'un titan. Au moment où Porthos, plus habitué à l'obscurité que tous ces hommes venant du jour, regardait autour de lui pour voir si, dans cette nuit, Aramis ne lui ferait pas quelque signal, il se sentit doucement toucher le bras, et une voix faible comme un souffle murmura tout bas à son oreille. « Venez !»« Oh !» fit Porthos. « Chut !» dit Aramis encore plus bas. Et au milieu du bruit de la 3e brigade qui continuait d'avancer, au milieu des imprécations des gardes restés debout, des moribonds râlant leur dernier soupir, Aramis et Porthos glissèrent inaperçus le long des murailles granitiques de la caverne. Aramis conduisit Porthos dans l'avant-dernier compartiment et lui montra, dans un enfoncement de la muraille, un baril de poudre pesant 60 et 80 livres, auquel il venait d'attacher une mèche. « Ami, dit-il à Porthos, vous allez prendre ce baril, dont je vais, moi, allumer la mèche, et vous la jetterez au milieu de nos ennemis. Le pouvez-vous » ?»« Parbleu, répliqua Porthos, et il souleva le petit tonneau d'une seule main. « Allumez !»« Attendez, dit Aramis, qu'ils soient bien tous massés, et puis, mon Jupiter, lancez votre foudre au milieu d'eux. »« Allumez !» répéta Porthos. « Moi, continua Aramis, je vais joindre nos Bretons et les aider à mettre le canot à la mer. Je vous attendrai au rivage. Lancez ferme et accourez à nous. »« Allumez !» dit une dernière fois Porthos. « Vous avez compris ?» dit Aramis. « Parbleu !» dit encore Porthos, en riant d'un rire qu'il n'essayait pas même d'éteindre. « Quand on m'explique, je comprends. Allez, et donnez-moi le feu. » Aramis donna l'amadou brûlant à Porthos, qui lui tendit son bras à serrer à défaut de la main. Aramis serra de ses 2 mains le bras de Porthos et se replia jusqu'à l'issue de la caverne où les 3 rameurs attendaient. Porthos, demeuré seul, approcha bravement l'amadou de la mèche. L'amadou, faible étincelle, principe premier d'un immense incendie, brilla dans l'obscurité comme une luciole volante, puis vint se souder à la mèche qui l'enflamma, et dont Porthos activa la flamme avec son souffle. La fumée s'était un peu dissipée, et, à la lueur de cette mèche pétillante, on put, pendant 1 ou 2 secondes, distinguer les objets. Ce fut un court mais splendide spectacle que celui de ce géant, pâle, sanglant et le visage éclairé par le feu de la mèche qui brûlait dans l'ombre. Les soldats le virent. Ils virent ce baril qu'il tenait dans sa main. Ils comprirent ce qui allait se passer. Alors, ces hommes, déjà pleins d'effroi à la vue de ce qui s'était accompli, pleins de terreur en songeant à ce qui allait s'accomplir, poussèrent tous à la fois un hurlement d'agonie. Les uns essayèrent de s'enfuir, mais ils rencontrèrent la 3e brigade qui leur barrait le chemin. Les autres, machinalement, mirent en joue et firent feu avec leurs mousquets déchargés. D'autres, enfin, tombèrent à genoux.
2 ou 3 officiers crièrent à Porthos pour lui promettre la liberté s'il leur donnait la vie. Le lieutenant de la 3e brigade criait de faire feu, mais les gardes avaient devant eux leurs compagnons effarés qui servaient de rempart vivant à Porthos. Nous l'avons dit, cette lumière produite par le souffle de Porthos sur l'amadou et la mèche ne dura que 2 secondes. Mais, pendant ces 2 secondes, voici ce qu'elle éclaira. D'abord, le géant grandissant dans l'obscurité, puis, à 10 pas de lui, un amas de corps sanglants, écrasés, broyés, au milieu desquels vivait encore un dernier frémissement d'agonie, qui soulevait la masse, comme une dernière respiration soulève les flancs d'un monstre informe expirant dans la nuit. Chaque souffle de Porthos, en ravivant la mèche, envoyait sur cet amas de cadavres un ton sulfureux coupé de larges tranches de pourpre. Outre ce groupe principal semé dans la grotte, selon que le hasard de la mort ou la surprise du coup les avait étendus, quelques cadavres isolés semblaient menacés par leurs blessures béantes. Au-dessus de ce sol pétri d'une fange de sang, montaient, mornes et scintillants, les piliers trapus de la caverne, dont les nuances, chaudement accentuées, poussaient en avant les parties lumineuses. Et tout cela était vu au feu tremblotant d'une mèche correspondant à un baril de poudre, c'est-à-dire à une torche qui, en éclairant la mort passée, montrait la mort à venir. Comme je l'ai dit, ce spectacle ne dura qu'1 ou 2 secondes. Pendant ce court espace de temps, un officier de la 3e brigade réunit 8 gardes armés de mousquets et, par une trouée, leur ordonna de faire feu sur Porthos. Mais ceux qui recevaient l'ordre de tirer tremblaient tellement qu'à cette décharge 3 hommes tombèrent et que les 5 autres balles allèrent en sifflant rayer la voûte, sillonner la terre ou creuser les parois de la caverne. Un éclat de rire répondit à ce tonnerre. Puis le bras du géant se balança, puis on vit passer dans l'air, pareil à une étoile filante, la traînée de feu. Le baril, lancé à 30 pas, franchit la barricade de cadavres et alla tomber dans un groupe hurlant de soldats qui se jetèrent à plat ventre. L'officier avait suivi en l'air la brillante traînée. Il voulut se précipiter sur le baril pour en arracher la mèche avant qu'elle n'atteignît la poudre qu'il recélait. Dévouement inutile. L'air avait activé la flamme attachée au conducteur. La mèche, qui, en repos, eut brûlé 5 minutes, se trouva dévorée en 30 secondes, et l'œuvre infernale éclata. Tourbillon furieux, sifflement du soufre et du nitre, ravage dévorant du feu qui creuse, tonnerre épouvantable de l'explosion. Voilà ce que cette seconde, qui suivit les 2 secondes que nous avons décrites, vit éclore dans cette caverne, égale en horreur à une caverne de démons. Les rochers se fendaient comme des planches de sapin sous la cognée. Un jet de feu, de fumée, de débris s'élança du milieu de la grotte, s'élargissant à mesure qu'il montait. Les grands murs de silex s'inclinèrent pour se coucher dans le sable, et le sable lui-même, instrument de douleur lancé hors de ses couches durcies, alla cribler les visages avec ses myriades d'atomes blessants. Les cris, les hurlements, les imprécations et les existences, tout s'éteignit dans un immense fracas. Les 3 premiers compartiments devinrent un gouffre dans lequel retomba un à un, suivant sa pesanteur, chaque débris végétal, minéral ou humain. Puis le sable et la cendre, plus légers, tombèrent à leur tour, s'étendant comme un linceul grisâtre et fumant sur ces lugubres funérailles. Et maintenant, cherchez dans ce brûlant tombeau, dans ce volcan souterrain, cherchez les gardes du roi aux habits bleus galonnés d'argent. Cherchez les officiers brillants d'or, cherchez les armes sur lesquelles ils avaient compté pour se défendre, cherchez les pierres qui les ont tués, cherchez le sol qui les portait. Un seul homme a fait de tout cela un chaos plus confus, plus informe, plus terrible que le chaos qui existait 1 heure avant que Dieu eût eu l'idée de créer le monde. Il ne resta rien des 3 premiers compartiments, rien que Dieu lui-même put reconnaître pour son ouvrage. Quant à Porthos, après avoir lancé le baril de poudre au milieu des ennemis, il avait fui, selon le conseil d'Aramis, et gagné le dernier compartiment,
dans lequel pénétraient, par l'ouverture, l'air, le jour et le soleil. Aussi, à peine eut-il tourné l'angle qui séparait le 3e compartiment du 4e, qu'il aperçut à 100 pas de lui la barque balancée par les flots. Là étaient ses amis, là était la liberté, là était la vie après la victoire. Encore 6 de ces formidables enjambées, et il était hors de la voûte. Hors de la voûte, 2 ou 3 vigoureux élans, et il touchait au canot. Soudain, il sentit ses genoux fléchir. Ses genoux semblaient vides, ses jambes mollissaient sous lui. « Oh oh !» murmura-t-il, étonné. « Voilà que ma fatigue me reprend. Voilà que je ne peux plus marcher. Qu'est-ce à dire ?» À travers l'ouverture, Aramis l'apercevait et ne comprenait pas pourquoi il s'arrêtait ainsi. « Venez, Porthos !» criait Aramis. « Venez, venez vite !» « Oh !» répondit le géant en faisant un effort qui tendit inutilement tous les muscles de son corps. « Je ne puis !» En disant ces mots, il tomba sur ses genoux, mais, de ses mains robustes, il se cramponna aux roches et se releva. « Vite, vite !» répéta Aramis en se courbant vers le rivage, comme pour attirer Porthos avec ses bras. « Me voici !» balbutia Porthos en réunissant toutes ses forces pour faire un pas de plus. « Au nom du ciel, Porthos, arrivez, arrivez, le baril va sauter !»« Arrivez, monseigneur !» crièrent les Bretons à Porthos qui se débattait comme dans un rêve. Mais il n'était plus temps. L'explosion retentit, la terre se crevassa, la fumée, qui s'élança par les larges fissures, obscurcit le ciel, la mer reflua comme chassée par le souffle du feu qui jaillit de la grotte comme de la gueule d'une gigantesque chimère. Le reflux emporta la barque à 20 toises, toutes les roches craquèrent à leur base et se séparèrent comme des quartiers sous l'effort des coins. On vit s'élancer une portion de la voûte enlevée au ciel comme par des fils rapides. Le feu rose et vert du soufre, la noire lave des liquéfactions argileuses se heurtèrent et se combattirent un instant sous un dôme majestueux de fumée. Puis on vit osciller d'abord, puis se pencher, puis tomber successivement les longues arêtes de rochers que la violence de l'explosion n'avait pu déraciner de leur socle séculaire. Ils se saluaient les uns les autres, comme des vieillards graves et lents, puis se prosternaient, couchés à jamais, dans leur poudreuse tombe. Cet effroyable choc parut rendre à Porthos les forces qu'il avait perdues. Il se releva, géant lui-même entre ses géants. Mais, au moment où il fuyait entre la double haie de fantômes granitiques, ces derniers, qui n'étaient plus soutenus par les chaînons correspondants, commencèrent à rouler avec fracas autour de ce titan qui semblait précipité du ciel au milieu des rochers qu'il venait de lancer contre lui. Porthos sentit trembler sous ses pieds le sol ébranlé par ce long déchirement. Il étendit à droite et à gauche ses vastes mains pour repousser les rochers croulants. Un bloc gigantesque vint s'appuyer à chacune de ses paumes étendues. Il courba la tête, et une 3e masse granitique vint s'appesantir entre ses 2 épaules. Un instant, les bras de Porthos avaient plié, mais l'Hercule réunit toutes ses forces, et l'on vit les 2 parois de cette prison dans laquelle il était enseveli s'écarter lentement et lui faire place. Un instant, il apparut dans cet encadrement de granit comme l'ange antique du chaos, mais, en écartant les roches latérales, il ôta son point d'appui au monolithe qui pesait sur ses fortes épaules, et le monolithe, s'appuyant de tout son poids, précipita le géant sur ses genoux. Les roches latérales, un instant écartées, se rapprochèrent et vinrent ajouter leur poids au poids primitif, qui eût suffi pour écraser 10 hommes. Le géant tomba sans crier à l'aide. Il tomba en répondant à Aramis par des mots d'encouragement et d'espoir, car un instant, grâce au puissant arc-boutant de ses mains, il put croire que, comme Encelade, il secourait ce triple poids. Mais, peu à peu, Aramis vit le bloc s'affaisser. Les mains crispées un instant, les bras roidis par un dernier effort, plièrent. Les épaules tendues s'affaissèrent déchirées,
et la roche continua de s'abaisser graduellement. « Porthos! Porthos !» criait Aramis en s'arrachant les cheveux. « Porthos, où es-tu? Parle !»« Là, là !» murmurait Porthos d'une voix qui s'éteignait. « Patience, patience !» À peine acheva-t-il ce dernier mot, l'impulsion de la chute augmenta la pesanteur. L'énorme roche s'abattit, pressée par les deux autres qui s'abattirent sur elle et engloutit Porthos dans un sépulcre de pierres brisées. En entendant la voix expirante de son ami, Aramis avait sauté à terre. Deux des Bretons le suivirent, un levier à la main, un seul suffisant pour garder la barque. Les derniers râles du vaillant lutteur les guidèrent dans les décombres. Aramis, étincelant, superbe, jeune comme à 20 ans, s'élança vers la triple masse, et de ses mains délicates, comme des mains de femme, leva par un miracle de vigueur un coin de l'immense sépulcre de granit. Alors, il entrevit dans les ténèbres de cette fosse l'œil brillant de son ami, à qui la masse soulevée un instant venait de rendre la respiration. Aussitôt, les deux hommes se précipitèrent, se cramponnèrent au levier de fer, réunissant leur triple effort, non pas pour le soulever, mais pour le maintenir. Tout fut inutile. Les trois hommes plièrent lentement avec des cris de douleur, et la rude voix de Porthos, les voyant s'épuiser dans une lutte inutile, murmura d'un ton railleur ces mots suprêmes, venus jusqu'aux lèvres avec la suprême respiration. « Trop lourd !» Après quoi, l'œil s'obscurcit et se ferma. Le visage devint pâle, la main blanchit, et le titan se coucha, poussant un dernier soupir. Avec lui s'affaissa la roche, que, même dans son agonie, il avait soutenue encore. Les trois hommes laissèrent échapper le levier qui roula sur la pierre tumulaire. Puis, haletant, pâle, la sueur au front, Aramis écouta, la poitrine serrée, le cœur à se rompre. Plus rien. Le géant dormait de l'éternel sommeil dans le sépulcre que Dieu lui avait fait à sa taille. Chapitre 257. L'épitaphe de Porthos. Aramis, silencieux, glacé, tremblant comme un enfant craintif, se releva en frissonnant de dessus cette pierre. Un chrétien ne marche pas sur des tombes. Mais, capable de se tenir debout, il était incapable de marcher. On eût dit que quelque chose de Porthos mort venait de mourir en lui. Ces Bretons l'entourèrent. Aramis se laissa aller à leurs étreintes, et les trois marins le soulevant l'emportèrent dans le canot. Puis, l'ayant déposé sur le banc, près du gouvernail, ils forcèrent de rames, préférant s'éloigner en nageant à hisser la voile qui pouvait les dénoncer. Sur toute cette surface rasée de l'ancienne grotte de Locmaria, sur cette plage aplatie, un seul monticule attirait le regard. Aramis n'en put détacher ses yeux, et, de loin, en mer, à mesure qu'il gagnait le large, la roche menaçante et fière lui semblait se dresser, comme naguère se dressait Porthos, et lever au ciel une tête souriante et invincible comme celle de l'honnête et vaillant ami, le plus fort des quatre, et cependant le premier mort. Étrange destinée de ces hommes d'airain, le plus simple du cœur allié au plus astucieux, la force du corps guidée par la subtilité de l'esprit, et, dans le moment décisif, lorsque la vigueur seule pouvait sauver esprit et corps, une pierre, un rocher, un poids vil et matériel, triomphait de la vigueur et, s'écroulant sur le corps, enchâssait l'esprit. Digne Porthos, né pour aider les autres hommes, toujours prêt à se sacrifier au salut des faibles, comme si Dieu ne lui eût donné la force que pour cet usage. En mourant, il avait cru seulement remplir les conditions de son pacte avec Aramis, pacte qu'Aramis cependant avait rédigé seul et que Porthos n'avait connu que pour en réclamer la terrible solidarité. Noble Porthos, à quoi bon les châteaux regorgeant de meubles, les forêts regorgeant de gibier,
les lacs regorgeant de poissons et les caves regorgeant de richesses. À quoi bon les laquais aux brillantes livrées, et, au milieu d'eux, Mousqueton, fier du pouvoir délégué par toi. Oh, noble Porthos! Soucieux entasseur de trésors, fallait-il tant travailler à adoucir et dorer ta vie pour venir, sur une plage déserte, au cri des oiseaux de l'océan, t'étendre, les os écrasés sous une froide pierre. Fallait-il, enfin, noble Porthos, amasser tant d'or pour n'avoir pas même le distique d'un pauvre poète sur ton monument? Vaillant Porthos, il dort sans doute encore, oublié, perdu, sous la roche que les pâtres de la lande prennent pour la toiture gigantesque d'un dolmen. Et tant de bruyères frileuses, tant de mousses caressées par le vent amer de l'océan, tant de lichens vivaces ont soudé le sépulcre à la terre, que jamais le passant ne saurait imaginer qu'un pareil bloc de granit ait pu être soulevé par l'épaule d'un mortel. Aramis, toujours pâle, toujours glacé, le cœur aux lèvres, Aramis regarda, jusqu'au dernier rayon du jour, la plage s'effaçant à l'horizon. Pas un mot ne s'exhala de sa bouche, pas un soupir ne souleva sa poitrine profonde. Les Bretons, superstitieux, le regardaient en tremblant. Ce silence n'était pas d'un homme, mais d'une statue. Cependant, aux premières lignes grises qui descendirent du ciel, le canot avait hissé sa petite voile qui, s'arrondissant au baiser de la brise et s'éloignant rapidement de la côte, s'élança bravement, le cap sur l'Espagne, à travers ce terrible golfe de Gascogne si fécond en tempêtes. Mais, une demi-heure à peine après que la voile eût été hissée, les rameurs, devenus inactifs, se courbèrent sur leurs bancs et, se faisant un garde-vue de leurs mains, se montrèrent les uns aux autres, un point blanc qui apparaissait à l'horizon, aussi immobile que l'est en apparence une mouette bercée par l'insensible respiration des flots. Mais ce qui eût semblé immobile à des yeux ordinaires marchait d'un pas rapide pour l'œil exercé du marin. Ce qui semblait stationnaire sur la vague rasait les flots. Pendant quelque temps, voyant la profonde torpeur dans laquelle était plongé le maître, ils n'osèrent le réveiller, et se contentèrent d'échanger leurs conjectures d'une voix basse et inquiète. Aramis, en effet, si vigilant, si actif, Aramis, dont l'œil, comme celui du lynx, veillait sans cesse et voyait mieux la nuit que le jour, Aramis s'endormait dans le désespoir de son âme. 1 heure se passa ainsi, pendant laquelle le jour baissa graduellement, mais pendant laquelle aussi le navire en vue gagna tellement sur la barque que Goennec, un des 3 marins, se hasarda de dire assez haut « Monseigneur, on nous chasse !» Aramis ne répondit rien. Le navire gagnait toujours. Alors, de même, les 2 marins, sur l'ordre du patron Yves, abattirent la voile, afin que ce seul point, qui apparaissait sur la surface des flots, cessât de guider l'œil ennemi qui les poursuivait. De la part du navire en vue, au contraire, la poursuite s'accéléra de 2 nouvelles petites voiles que l'on vit monter à l'extrémité des mâts. Malheureusement, on était au plus beau et au plus long jour de l'année, et la lune, dans toute sa clarté, succédait à ce jour néfaste. La balancelle qui poursuivait la petite barque, vent arrière, avait donc une demi-heure encore de crépuscule et toute une nuit de demi-clarté. « Monseigneur, monseigneur, nous sommes perdus, dit le patron. Regardez, il nous voit, quoique nous ayons cargué nos voiles. » Ce n'est pas étonnant, murmura un des matelots, puisqu'on dit que, avec l'aide du diable, les gens des villes ont fabriqué des instruments avec lesquels ils voient aussi bien de loin que de près, la nuit que le jour. Aramis prit au fond de la barque une lunette d'approche, la mit silencieusement au point et, la passant au matelot, « Tenez, dit-il, regardez. » Le matelot hésita. « Tranquillisez-vous, dit l'évêque, il n'y a point péché et, s'il y a péché, je le prends sur moi. » Le matelot porta la lunette à son œil et jeta un cri. Il avait cru que, par un miracle, le navire, qui lui apparaissait à une portée de canon à peine, avait subitement et d'un seul bond franchi la distance.
Mais en retirant l'instrument de son œil, il vit que, sauf le chemin que la balancelle avait pu faire pendant ce court instant, il était encore à la même distance. « Ainsi, murmura le matelot, il nous voit comme nous les voyons. »« Il nous voit, dit Aramis. Et il retomba dans son impassibilité. « Comment ? Il nous voit ? Fit le patron Yves. « Impossible !»« Tenez, patron, regardez, dit le matelot, et il lui passa la lunette d'approche. « Monseigneur m'assure, demanda le patron, que le diable n'a rien à faire dans tout ceci ?» Aramis haussa les épaules. Le patron porta la lunette à son œil. « Oh, monseigneur, dit-il, il y a miracle, ils sont là, il me semble que je vais les toucher. 25 hommes, au moins. Ah, je vois le capitaine à l'avant. Il tient une lunette comme celle-ci, et nous regarde. Ah, il se retourne, il donne un ordre. Il roule une pièce de canon à l'avant. Il la charge, il la pointe. Miséricorde, il tire sur nous. » Et, par un mouvement machinal, le patron écarta sa lunette et les objets repoussés à l'horizon lui apparurent sous leur véritable aspect. Le bâtiment était encore à la distance d'une lieue à peu près, mais la manœuvre annoncée par le patron n'en était pas moins réelle. Un léger nuage de fumée apparut au-dessous des voiles, plus bleu qu'elle, et s'épanouissant comme une fleur qui s'ouvre. Puis, à 1 mille à peu près du petit canot, on vit le boulet découronner 2 ou 3 vagues, creuser un sillon blanc dans la mer et disparaître au bout de ce sillon, aussi inoffensif encore que la pierre avec laquelle, en jouant, un écolier fait des ricochets. « Que faire ?» demanda le patron. « Ils vont nous couler, dit Goennec. « Donnez-nous l'absolution, monseigneur. » Et les marins s'agenouillèrent devant l'évêque. « Vous oubliez qu'il vous voit, dit celui-ci. « C'est vrai, dirent les marins honteux de leur faiblesse. Ordonnez, monseigneur, nous sommes prêts à mourir pour vous. » Attendons, dit Aramis. Comment attendons ? Oui, ne voyez-vous pas, comme vous le disiez tout à l'heure, que si nous essayons de fuir, ils vont nous couler ? Mais peut-être, hasarda le patron, peut-être qu'à la faveur de la nuit, nous pourrons leur échapper. Oh, dit Aramis, ils ont bien quelques feux grégeois pour éclairer leur route et la nôtre. Et, en même temps, comme si le petit bâtiment eût voulu répondre à l'appel d'Aramis, un second nuage de fumée monta lentement au ciel, et du sein de ce nuage jaillit une flèche enflammée qui décrivit sa parabole pareille à un arc-en-ciel, et vint tomber dans la mer, où elle continua de brûler, éclairant l'espace à 1/4 de lieue de diamètre. Les Bretons se regardèrent épouvantés. « Vous voyez bien, dit Aramis, que mieux vaut les attendre. » Les rames échappèrent aux mains des matelots, et la petite barque, cessant d'avancer, se berça immobile à l'extrémité des vagues. La nuit venait, mais le bâtiment avançait toujours. On eût dit qu'il redoublait de vitesse avec l'obscurité. De temps en temps, comme un vautour au cou sanglant dresse la tête hors de son nid, le formidable feu grégeois s'élançait de ses flancs et jetait au milieu de l'océan sa flamme comme une neige incandescente. Enfin, il arriva à la portée du mousquet. Tous les hommes étaient sur le pont, l'arme au bras, les canonniers à leurs pièces, les mèches brûlaient. On eût dit qu'il s'agissait d'aborder une frégate et de combattre un équipage supérieur en nombre, et non de prendre un canot monté par 4 hommes. « Rendez-vous !» s'écria le commandant de la balancelle, à l'aide de son porte-voix. Les matelots regardèrent Aramis. Aramis fit un signe de tête. Le patron Yves fit flotter un chiffon blanc au bout d'une gaffe. C'était une manière d'amener le pavillon. Le bâtiment avançait comme un cheval de course. Il lança une nouvelle fusée grégeoise qui vint tomber à 20 pas du petit canot et qui le mit en lumière mieux que n'eût fait un rayon du plus ardent soleil. « Au premier signe de résistance, cria le commandant de la balancelle, « feu !» Les soldats abaissèrent leurs mousquets. « Puisqu'on vous dit qu'on se rend, cria le patron Yves. « Vivant ! Vivant, capitaine !» crièrent quelques soldats exaltés.
Il faut les prendre vivants. Eh bien, oui, vivants, dit le capitaine. Puis se tourna vers les Bretons. Vous avez tous la vie sauve, mes amis, cria-t-il, sauf monsieur le chevalier d'Herblay. Aramis tressaillit imperceptiblement. Un instant, son œil se fixa sur les profondeurs de l'océan, éclairé à sa surface par les dernières lueurs du feu grégeois, lueurs qui couraient au flanc des vagues, jouaient à leur cime comme des panaches, et rendaient plus sombres, plus mystérieux et plus terribles encore les abîmes qu'elles couvraient. « Vous entendez, monseigneur » firent les matelots. « Oui. Qu'ordonnez-vous » ?»« Acceptez. »« Mais vous, monseigneur » Aramis se pencha plus avant et joua du bout de ses doigts blancs et effilés avec l'eau verdâtre de la mer, à laquelle il souriait comme à une amie. « Acceptez, répéta-t-il. « Nous acceptons, répétèrent les matelots. « Mais quel gage aurons-nous » ? « La parole d'un gentilhomme, dit l'officier. Sur mon grade et sur mon nom, je jure que tout ce qui n'est point monsieur le chevalier d'Herblay aura la vie sauve. Je suis lieutenant de la frégate du roi, la Pomone, et je me nomme Louis-Constant de Pressigny. » D'un geste rapide, Aramis, déjà courbé vers la mer, déjà à demi penché hors de la barque, d'un geste rapide, Aramis releva la tête, se dressa tout debout et, l'œil ardent, enflammé, le sourire sur les lèvres. « Jetez l'échelle, messieurs, dit-il, comme si c'eût été à lui qu'appartint le commandement. On obéit. Alors Aramis, saisissant la rampe de corde, monta le premier. Mais, au lieu de l'effroi que l'on s'attendait à voir paraître sur son visage, la surprise des marins de la balancelle fut grande, lorsqu'ils le virent marcher au commandant d'un pas assuré, le regarder fixement et lui faire de la main un signe mystérieux et inconnu, à la vue duquel l'officier pâlit, trembla et courba le front. Sans dire un mot, Aramis alors leva la main jusque sous les yeux du commandant et lui fit voir le chaton d'une bague qu'il portait à l'annulaire de la main gauche. Et, en faisant ce signe, Aramis, drapé dans une majesté froide, silencieuse et hautaine, avait l'air d'un empereur donnant sa main à baiser. Le commandant, qui, un instant, avait relevé la tête, s'inclina une seconde fois avec les signes du plus profond respect. Puis, étendant à son tour la main vers la poupe, c'est-à-dire vers sa chambre, il s'effaça pour laisser Aramis passer le premier. Les 3 Bretons, qui avaient monté derrière leur évêque, se regardaient stupéfaits. Tout l'équipage faisait silence. 5 minutes après, le commandant appela le lieutenant en second qui remonta aussitôt en ordonnant de mettre le cap sur la Corogne. Pendant qu'on exécutait l'ordre donné, Aramis reparut sur le pont et vint s'asseoir contre le bastingage. La nuit était arrivée. La lune n'était point encore venue, et cependant Aramis regardait opiniâtrement du côté de Belle-Île. Yves s'approcha alors du commandant, qui était revenu prendre son poste à l'arrière, et, bien bas, bien humblement, « Quelle route suivons-nous donc, capitaine ?» demanda-t-il. « Nous suivons la route qu'il plaît à monseigneur, » répondit l'officier. Aramis passa la nuit accoudé sur le bastingage. Yves, en s'approchant de lui, remarqua, le lendemain, que cette nuit avait dû être bien humide, car le bois sur lequel s'était appuyée la tête de l'évêque était trempé, comme d'une rosée. Qui sait, cette rosée, c'était peut-être les premières larmes qui fussent tombées des yeux d'Aramis. Quelle épitaphe eût valu celle-là, bon Porthos. Chapitre 258. La ronde de Monsieur de Gesvres. D'Artagnan n'était pas accoutumé à des résistances comme celles qu'il venait d'éprouver. Il revint à Nantes profondément irrité. L'irritation, chez cet homme vigoureux, se traduisait par une impétueuse attaque à laquelle peu de gens, jusqu'alors, fussent-ils rois, fussent-ils géants, avaient su résister. D'Artagnan, tout frémissant, alla droit au château et demanda à parler au roi. Il pouvait être 7 heures du matin, et, depuis son arrivée à Nantes, le roi était matinal.
Mais, en arrivant au petit corridor que nous connaissons, D'Artagnan trouva M. de Gesvres, qui l'arrêta fort poliment en lui recommandant de ne pas parler haut pour laisser reposer le roi. « Le roi dort » dit D'Artagnan. « Je le laisserai donc dormir. »« Vers quelle heure supposez-vous qu'il se lèvera ?»« Oh, dans 2 heures, à peu près. Le roi a veillé toute la nuit. » D'Artagnan reprit son chapeau, salua M. de Gesvres et retourna chez lui. Il revint à 9h30. On lui dit que le roi déjeunait. « Voilà mon affaire, répliqua-t-il. Je parlerai au roi tandis qu'il mange. » M. de Brienne fit observer à D'Artagnan que le roi ne voulait recevoir personne pendant ses repas. « Mais, dit D'Artagnan en regardant Brienne de travers, vous ne savez peut-être pas, monsieur le secrétaire, que j'ai mes entrées partout et à toute heure ?» Brienne prit doucement la main du capitaine et lui dit « Pas à Nantes, cher monsieur d'Artagnan. Le roi, en ce voyage, a changé tout l'ordre de sa maison. » D'Artagnan, radouci, demanda vers quelle heure le roi aurait fini de déjeuner. « On ne sait, » fit Brienne. « Comment, on ne sait ? Que veut dire cela ? On ne sait combien le roi met à manger ? C'est 1 heure d'ordinaire, et si j'admets que l'air de la Loire donne appétit, nous mettrons 1h30. C'est assez, je pense. J'attendrai donc ici. » Oh, cher monsieur d'Artagnan, l'ordre est de ne plus laisser personne dans ce corridor. Je suis de garde pour cela. D'Artagnan sentit la colère monter une seconde fois à son cerveau. Il sortit bien vite, de peur de compliquer l'affaire par un coup de mauvaise humeur. Comme il était dehors, il se mit à réfléchir. « Le roi, dit-il, ne veut pas me recevoir, c'est évident. Il est fâché, ce jeune homme. Il craint les mots que je puis lui dire. Oui. Mais pendant ce temps, on assiège Belle-Île et l'on prend ou tue peut-être mes 2 amis. Pauvre Porthos. Quant à maître Aramis, celui-là est plein de ressources et je suis tranquille sur son compte. Mais non, non, Porthos n'est pas encore invalide et Aramis n'est pas un vieillard idiot. L'un avec ses bras, l'autre avec son imagination vont donner de l'ouvrage aux soldats de Sa Majesté. Qui sait si ces 2 braves allaient refaire, pour l'édification de Sa Majesté très chrétienne, un petit bastion Saint-Gervais? Je n'en désespère pas. Ils ont canons et garnison. Cependant, continua D'Artagnan en secouant la tête, je crois qu'il vaudrait mieux arrêter le combat. Pour moi seul, je ne supporterai ni morgue ni trahison de la part du roi, mais pour mes amis, rebuffades, insultes, je dois subir tout. Si j'allais chez M. Colbert, reprit-il, en voilà un auquel il va falloir que je prenne l'habitude de faire peur. Allons chez M. Colbert. Et D'Artagnan se mit bravement en route. Il apprit là que M. Colbert travaillait avec le roi au château de Nantes. « Bon !» s'écria-t-il, « me voilà revenu au temps où j'arpentais les chemins de chez M. Tréville au logis du cardinal, du logis du cardinal chez la reine, de chez la reine chez Louis XIII. On a raison de dire qu'en vieillissant, les hommes redeviennent enfants. Au château. » Il y retourna. M. de Lyonne sortait. Il donna ses 2 mains à D'Artagnan et lui apprit que le roi travaillerait tout le soir, toute la nuit même, et que l'ordre était donné de ne laisser entrer personne. « Pas même » s'écria D'Artagnan, « le capitaine qui prend l'ordre ? C'est trop fort !»« Pas même » dit M. de Lyonne. « Puisqu'il en est ainsi, » répliqua D'Artagnan, blessé jusqu'au cœur, « puisque le capitaine des mousquetaires, qui est toujours entré dans la chambre à coucher du roi, ne peut plus entrer dans le cabinet ou dans la salle à manger, c'est que le roi est mort, ou qu'il a pris son capitaine en disgrâce. Dans l'un et l'autre cas, il n'en a plus besoin. Faites-moi le plaisir de rentrer, vous, monsieur de Lyonne, qui êtes en faveur, et dites tout nettement au roi que je lui envoie ma démission. » « D'Artagnan, prenez garde !» s'écria de Lyonne. « Allez, par amitié pour moi. » Et il le poussa doucement vers le cabinet. « J'y vais, » dit M. de Lyonne. D'Artagnan attendit en arpentant le corridor. Lyonne revint. « Eh bien, qu'a dit le roi ?» demanda D'Artagnan. « Le roi a dit que c'était bien, » répondit de Lyonne. « Que c'était bien ?» fit le capitaine avec explosion. « C'est-à-dire qu'il accepte ? Bon, me voilà libre. Je suis bourgeois, monsieur de Lyonne. Au plaisir de vous revoir. Adieu château, corridor, antichambre. Un bourgeois qui va enfin respirer vous salue. » Et, sans plus attendre,
le capitaine sauta hors de la terrasse dans l'escalier où il avait retrouvé les morceaux de la lettre de Gourville. 5 minutes après, il rentrait dans l'hôtellerie où, suivant l'usage de tous les grands officiers qui ont logement au château, il avait pris ce qu'on appelait sa chambre de ville. Mais là, au lieu de quitter son épée et son manteau, il prit des pistolets, mit son argent dans une grande bourse de cuir, envoya chercher ses chevaux à l'écurie du château et donna des ordres pour gagner Vannes pendant la nuit. Tout se succéda selon ses vœux. À 8 heures du soir, il mettait le pied à l'étrier lorsque M. de Gesvres apparut à la tête de 12 gardes devant l'hôtellerie. D'Artagnan voyait tout du coin de l'œil. Il vit nécessairement ses 13 hommes et ses 13 chevaux, mais il feignit de ne rien remarquer et continua d'enfourcher son cheval. Gesvres arriva sur lui. « Monsieur d'Artagnan !» dit-il tout haut. « Eh, monsieur de Gesvres, bonsoir. On dirait que vous montez à cheval ? Il y a plus, je suis monté, comme vous voyez. Cela se trouve bien que je vous rencontre. Vous me cherchiez ? Mon Dieu, oui. De la part du roi, je parie ? Mais oui. Comme moi, il y a 2 ou 3 jours, je cherchais monsieur Fouquet. Oh ! Allons, vous allez me faire des mignardises, à moi. Peine perdue, allez. Dites-moi vite que vous venez m'arrêter. Vous arrêter ? Bon Dieu, non. Eh bien, que faites-vous à m'aborder avec 12 hommes à cheval ? Je fais une ronde. Pas mal. Et vous me ramassez dans cette ronde ? Je ne vous ramasse pas, je vous trouve et vous prie de venir avec moi. Où cela ? Chez le roi. Bon, dit d'Artagnan d'un air goguenard, le roi n'a donc plus rien à faire ? Par grâce, capitaine, dit M. de Gesvres bas au mousquetaire, ne vous compromettez pas, ces hommes vous entendent. D'Artagnan se mit à rire et répliqua, marchez, les gens qu'on arrête sont entre les 6 premiers et les 6 derniers. Mais comme je ne vous arrête pas, dit M. de Gesvres, vous marcherez derrière moi, s'il vous plaît. Eh bien, fit d'Artagnan, voilà un beau procédé, duc, et vous avez raison, car si jamais j'avais eu à faire des rondes du côté de votre chambre de ville, j'eusse été courtois envers vous. Je vous l'assure, foi de gentilhomme. Maintenant, une faveur de plus. Que veut le roi ? Oh, le roi est furieux. Eh bien, le roi, qui s'est donné la peine de se rendre furieux, prendra la peine de se calmer, voilà tout. Je n'en mourrai pas, je vous jure. Non, mais on m'enverra tenir société à ce pauvre monsieur Fouquet. Mordiou, c'est un galant homme. Nous vivrons de compagnie, et doucement, je vous le jure. Nous voici arrivés, dit le duc. Capitaine, par grâce, soyez calme avec le roi. Ah ça ? Mais comme vous êtes brave homme avec moi, duc, fit d'Artagnan en regardant M. de Gesvres. On m'avait dit que vous ambitionniez de réunir vos gardes à mes mousquetaires. Je crois que c'est une fameuse occasion, celle-ci. Je ne la prendrai pas, Dieu m'en garde, capitaine. Et pourquoi ? Pour beaucoup de raisons d'abord, puis pour celle-ci, que si je vous succédais aux mousquetaires, après vous avoir arrêté... Ah, vous avouez que vous m'arrêtez ? Non, non. Alors, dites rencontrer. Si, dites-vous, vous me succédiez après m'avoir rencontré ? Vos mousquetaires, au premier exercice à feu, tireraient de mon côté par mes gardes. Ah, quant à cela, je ne dis pas non. C'est drôle même fort. Gesvres fit passer d'Artagnan le premier, le conduisit directement au cabinet où le roi attendait son capitaine des mousquetaires et se plaça derrière son collègue dans l'antichambre. On entendait très distinctement le roi parler haut avec Colbert, dans ce même cabinet où Colbert avait pu entendre, quelques jours auparavant, le roi parler haut avec M. d'Artagnan. Les gardes restèrent, en piquet à cheval, devant la porte principale, et le bruit se répandit peu à peu dans la ville que M. le capitaine des mousquetaires venait d'être arrêté par ordre du roi. Alors, on vit tous ces hommes se mettre en mouvement, comme au bon temps de Louis XIII et de M. de Tréville. Des groupes se formaient, les escaliers s'emplissaient. Des murmures vagues, partant des cours, venaient en montant rouler jusqu'aux étages supérieurs, pareils aux rauques lamentations des flots à la marée. M. de Gesvres était inquiet. Il regardait ses gardes, qui, d'abord, interrogés par les mousquetaires qui venaient se mêler à leur rang, commençaient à s'écarter d'eux en manifestant aussi quelque inquiétude. D'Artagnan était, certes, bien moins inquiet que M. de Gesvres, le capitaine des gardes.
Dès son entrée, il s'était assis sur le rebord d'une fenêtre, voyait toute chose de son regard d'aigle et ne sourcillait pas. Aucun des progrès de la fermentation qui s'était manifesté au bruit de son arrestation ne lui avait échappé. Il prévoyait le moment où l'explosion aurait lieu, et l'on sait que ses prévisions étaient certaines. Il serait assez bizarre, pensait-il, que, ce soir, mes prétoriens me fissent roi de France. Comme j'en rirais. Mais, au moment le plus beau, tout s'arrêta. Gardes, mousquetaires, officiers, soldats, murmures et inquiétudes se dispersèrent, s'évanouirent, s'effacèrent. Plus de tempêtes, plus de menaces, plus de séditions. Un mot avait calmé les flots. Le roi venait de faire crier par Brienne « Chut, messieurs, vous gênez le roi !» D'Artagnan soupira. « C'est fini, dit-il. Les mousquetaires d'aujourd'hui ne sont pas ceux de sa majesté Louis XIII. C'est fini. »« Monsieur d'Artagnan, chez le roi !» cria un huissier.